Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons voir les mécanismes financiers sur le marché d'actions. Après avoir terminé avec le marché obligataire, nous allons voir les techniques de gestion de portefeuille dans le cadre du marché boursier. Qui dit marché boursier dit action. Donc, c'est quoi l'action? D'abord, l'action, c'est un titre de participation qui donne à son titulaire le droit à un revenu qui est variable. C'est-à-dire, celui qui détient l'action participe au capital d'une entreprise. Mais contrairement à l'obligation, l'action est un actif risqué. Pourquoi? Tout simplement parce que son prix futur reste incertain. Qui dit incertitude des risques. Pour gérer le risque, il y a un certain nombre de techniques utilisées par les praticiens de la finance. Mais avant de passer à la gestion de risque d'une manière proprement dite, il faut qu'on évalue l'action. C'est-à-dire, on cherche à évaluer une entreprise, à évaluer son action pour savoir est-ce qu'il est cher, est-ce qu'il est moins cher, est-ce qu'il dépasse sa performance économique ou non. Donc, il y a des techniques, il y a des concepts à utiliser. On commence par le PER dans le cadre de ce paragraphe qui est intitulé « Les modèles d'évaluation des actions ». Le PER ou le PER, ou ce qu'on appelle le Price Earnings Ratio, consiste à rapporter le cours de l'action sur le bénéfice par action, ou bien la capitalisation boursière sur le bénéfice global. PER égale cours sur BNPA, c'est-à-dire le bénéfice par action, ou bien la capitalisation boursière sur le bénéfice net. Le PER indique de combien de fois le bénéfice par action est contenu dans le cours de bourse. Cela revient à dire que l'entreprise se paye, ses bénéfices. La question qui se pose est de savoir quelle est l'utilité derrière ou à l'origine le PER. Pourquoi recourt-on au PER, Tout d'abord, le PER, c'est un indicateur de comparaison. Il permet de comparer plusieurs titres d'un même secteur d'activité. Le PER d'une valeur est également comparé à celui de PER de secteur au PER moyen du marché. Le PER, comme indicateur de comparaison, il cherche à comparer les entreprises ou les actions, c'est-à-dire les titres qui représentent les entreprises. Est-ce, par exemple, l'entreprise A plus chère que l'entreprise B, ou il est moins cher que l'entreprise C? Donc l'élément qui détermine le degré de cherté, c'est ce qu'on appelle le PER. Mais l'utilité la plus importante du PER, c'est qu'il permet de valoriser les valeurs. C'est un indicateur de valorisation. Il permet de valoriser les entreprises cotées en bourse pour savoir si elles sont sous-évaluées ou surévaluées. Plus clairement, c'est un indicateur de valorisation. Il permet de dire est-ce que l'entreprise, est-ce qu'il est bien coté ou est-ce qu'il est mal coté? Est-ce qu'il vaut mieux que sa performance économique ou il vaut moins que sa performance économique? Voilà. On va entrer dans les détails après. La règle idéale est d'acheter les valeurs dont le PER est faible par rapport à leur perspective de croissance et de vendre celles dont le PER est trop élevé. Donc, ce que nous avons déjà développé dans les TD, pour un gérant de portefeuille, quelqu'un qui est rationnel, il doit acheter les valeurs dont le PER est faible, parce qu'elles présentent des perspectives de croissance. Alors que les actifs dont le PER est élevé n'ont pas beaucoup de perspectives de croissance où le prix ne peut pas augmenter au-delà d'un certain seuil. L'investisseur, il doit se débarrasser de ces actifs. Pour évaluer l'action, on recourt généralement au modèle de Gordon-Shapiro. Ce modèle repose sur la relation cours-dividende et s'appuie sur le modèle d'Erwin-Fischer. Il repose sur les 4 hypothèses. Bien sûr, chaque modèle, il pose des hypothèses. L'entreprise a une durée de vie infinie. Secondo, on suppose que l'activité de l'entreprise croît sur un horizon à un taux de croissance G constant. Tertio, cette croissance est en partie financée par l'autofinancement. Enfin,
les flux perçus par les actionnaires, ce qu'on appelle les cash flows, sont représentés par les dividendes qui leur sont distribués. Ce sont les 4 hypothèses évoquées par Irving Fisher. Sachant bien que le modèle d'Irving Fisher constitue une base pour passer au modèle Gordon-Shapiro. Présentation du modèle Gordon-Shapiro. Une présentation simple du modèle Gordon-Shapiro est de la sorte. P0 égale dPA sur K moins G. C'est quoi P0, c'est quoi dPA, c'est quoi K, c'est quoi G. Donc le prix, tout d'abord, le dPA, le dividende par action distribuée. K, le taux de rendement exigé par les actionnaires. G, le taux de croissance à l'infini de dPA. Donc, pour mieux expliquer économiquement le modèle, le prix de l'action, P0, le prix qu'on accepte à payer l'action, égal à combien? Égal au dividende par action, rapporté au taux de rendement exigé par l'actionnaire, minoré, c'est-à-dire moins, minoré le taux de croissance à l'infini du dividende par action. Plus clairement, le prix de l'action est égal au cash flow reçu moins le taux de rendement exigé minoré le taux de croissance à l'infini du dividende par action. Le modèle de Gordon-Shapiro sert à évaluer les valeurs, à évaluer les entreprises, à évaluer les actions. Maintenant, on va passer du modèle Gordon-Shapiro simple au modèle Gordon-Shapiro développé. La fixation du taux de croissance à l'infini du dividende pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire, pour passer d'un modèle à un autre, il faut savoir que le premier modèle, un ancien modèle, présente des limites. Pour gérer ces limites, on va passer à un modèle beaucoup plus élaboré. Le modèle développé consiste à considérer plusieurs phases d'évolution du dividende futur. C'est-à-dire on va évoquer d'autres hypothèses. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper la période en deux parties, ou en deux phases. Donc, la formule développée la plus simple considère deux phases. La première phase, on fait des prévisions explicites. T variant de la première année jusqu'au grand T majuscule, c'est la fin de la première période, où évoluent les dividendes futurs. La deuxième phase, c'est au-delà de T, au-delà de la première phase. On considère une croissance à l'infini des dividendes à un taux de croissance G constant. Ce qu'on va voir dans les TD, c'est qu'on va vous donner un exercice et on va vous dire, on a la première phase qui commence de 1 à 8 par exemple, et au-delà de la 8e année, donc bien sûr à 8 on reçoit des dividendes, mais au-delà de la 8e année, donc on considère que le taux de croissance G est supposé constant. Voilà. La formule est la suivante. Au lieu d'avoir un seul P0, le prix, on aura deux P0. P01 et P02. C'est-à-dire le prix de l'action, selon le modèle de Gordon-Shapiro développé, elle est composée de deux prix. P01 et P02. C'est quoi le P01? Le P01, regardez. Voilà. C'est sigma des dividendes futurs anticipés, actualisés sur tout le rendement exigé, sur la période de 1 jusqu'au 8e année, de 1 jusqu'au T majuscule. Deuxième P0, ce qu'on appelle P02, c'est le dividende par action à l'instant T. À l'instant T, voilà. À l'instant T, pondéré par 1 plus G sur K moins G, le tout, elle est actualisé sur le taux de rendement exigé sur la période. C'est quoi cette période? C'est la fin de la première période, par exemple sur 8 ans. Or, P0, le grand P0, bien sûr, c'est une composante de P01 et de P02. Donc, si on vous donne un exercice, il faut appliquer texto ce modèle. Il est possible de considérer aussi trois phases, en considérant dans la deuxième et la troisième phase des taux de croissance futurs dividendes différentes. Dans ce cas, dans l'hypothèse où on a trois phases, on aura trois P0. Donc le grand P0, il est composé de P01, voilà, P02 et P03.
La valeur de P01, c'est la même que dans le modèle précédent. Maintenant, P02, vous regardez, égale sigma des dividendes, c'est le dividende à l'instant t, actualisé, bien sûr, sur la base du taux de rendement exigé, sachant que le taux d'actualisation varie de t jusqu'au début de la deuxième période jusqu'au n, le taux il est actualisé sur 1 plus k sur t. P03, c'est très très simple, c'est le dividende à l'instant n, après on va développer, ça veut dire quoi n, que multiplié 1 plus g sur k moins g, le taux actualisé sur 1 sur k à la puissance n. G, bien sûr, c'est le taux de croissance des dividendes dans la troisième phase, avec k supérieur à g. N, dernière année de la deuxième phase. DPA à l'instant n, dernier dividende de la deuxième phase. Ce qu'on a dit, bon, ça relève un peu de l'abstrait. Mais si on veut concrétiser les choses, on peut donner un exemple très très simple. Par exemple, on découpe la période en 3, la grande période en 3 sous-périodes, par exemple de 1 jusqu'au 8, de 8 jusqu'au 12 et au-delà de 12. 1 jusqu'au 8, 8 c'est grand T majuscule, c'est la fin de la première période. De 8 jusqu'au 12, 12 c'est N. N, voilà, c'est la dernière année de la deuxième période. Et au-delà de 12, c'est, bon, on va entrer dans la troisième période. Dans ce cas, on va appliquer texto les formules P01, P02, P03. Lorsqu'on applique texto les formules, on va trouver le prix de l'action selon le modèle Courdain-Shapiro développé, bien sûr, sous l'hypothèse de 3P périodes. Donc, essayez de voir les TD. On a un exemple, un cas concret. Il faut juste appliquer les formules pour qu'on puisse passer donc à autre chose, c'est-à-dire à d'autres exercices qui sont beaucoup plus sophistiqués et complexes. Voilà. Donc, la question qui se pose, le prix de l'action dans le cadre de ce modèle égale P01, P02, P03. Donc, on va condenser l'ensemble et on va factoriser, on va trouver voilà, ce modèle. Donc, l'interprétation de modèle est très très simple. Juste, il faut expliquer les paramètres du modèle. C'est quoi grand T, c'est quoi petit t, c'est quoi grand N, c'est quoi K, c'est quoi le dividende. Voilà. Donc, tout est clair. Maintenant, parmi les modèles qui évaluent aussi les actions, outre le modèle d'Erwin-Fischer et le modèle Courdain-Shapiro, on a le modèle de Bates. Pour élaborer le modèle de Bates, il y a toute une manipulation mathématique. Il y a beaucoup de démonstrations mathématiques. On préfère aller au théorème final. Mais le plus important, c'est d'avoir le sens économique des choses, c'est-à-dire la signification économique du modèle de Bates. Il convient d'emblée d'expliquer une chose, c'est que le modèle de Bates constitue un approfondissement du modèle Courdain-Shapiro. Donc c'est la phase développée, donc il constitue un élément, un facteur beaucoup plus approfondi que le modèle Courdain-Shapiro. Mais la définition la plus claire du modèle de Bates, c'est qu'elle permet de mettre une relation entre deux PER, le PER présent et le PER futur. C'est-à-dire qu'elle met en relation entre le PER à l'instant 0 et le PER à l'instant n. Regardez la définition. Dans le deuxième slide, ce modèle permet de mettre en relation le PER actuel en T0 et le PER futur en T d'une action en supposant un taux. Bien sûr, on va poser des hypothèses. Un taux de croissance G constant, des bénéfices par action, un taux de distribution D constant, soit un taux de croissance des dividendes G constant. Voilà, donc le modèle, comme nous l'avons déjà expliqué, et tout de suite, permet de mettre en relation le PER présent et le PER futur. À partir de ces hypothèses, il est possible d'obtenir la formule de Bates. Cette méthode d'évaluation est utilisée notamment lors des introductions en bourse. C'est-à-dire lors de l'introduction en bourse, on préfère utiliser le modèle de Bates. Voilà. Mathématiquement, le PER à l'instant T, c'est-à-dire le PER futur,
à l'instant tt, par exemple, 5 ans, 8 ans en avant, égale PER à l'instant 0, que multiplie grand A majuscule moins D pondéré par B majuscule. A majuscule, c'est quoi? C'est 1 plus K sur 1 plus G à la puissance T. B majuscule, c'est 1 plus G sur G moins K, pondéré par 1 moins A. K, bien sûr, c'est le taux de rendement exigé. G, c'est le taux de croissance des dividendes. Maintenant, économiquement, regardez économiquement la relation Y f de X, l'étude fonction. On va expliquer ou exprimer le PER futur, sur la base du PER présent, c'est-à-dire PER à l'instant T ou N, qui est F fonction de PER à l'instant 0. Quelle est l'utilité maintenant de ce modèle sur le plan chiffré? Si on vous donne un exercice, et d'ailleurs on vous a donné des TD, un exercice, et on vous demande de calculer le PER dans 10 ans, futur, sachant bien que vous avez déjà le PER présent. Qu'est-ce qu'on va faire? On a le PER d'aujourd'hui, T0, égale 9. Calculer le PER d'ici 5 ans ou 8 ans. Il faut juste appliquer texto le modèle ou la formule. Pas la peine qu'on vous donne la démonstration. On a le théorème et on va respecter le calcul et on trouve le bon résultat. Ça, c'est pour la simplicité du modèle. Passons maintenant à la section suivante, intitulée le modèle de la droite de marché. C'est quoi le modèle de la droite de marché? L'investissement en action suppose un risque donné, il y a un risque. La mesure de ce risque est donnée par l'écart-type, c'est-à-dire on mesure le risque par l'écart-type pour la variance, mais en général on le mesure par l'écart-type, parce que la variance elle est biaisée. C'est quoi l'écart-type? C'est la racine carrée de la variance. Des rentabilités. Le risque de toute action comprend deux composants, c'est-à-dire lorsqu'on a une action, elle est composée de deux risques, le risque systématique et le risque spécifique. Le premier risque, ce qu'on appelle le risque de marché, qui est lié à l'évolution des éléments macroéconomiques que l'on ne peut éviter. Donc c'est un risque qui est exogène, en dehors de notre volonté. Le risque spécifique, c'est un risque qui peut être réduit, voire éliminé par diversification. Donc le risque spécifique, c'est un risque endogène, où on peut maîtriser, qui dépend de nous. Donc retenez bien, on a deux risques, exogène, endogène, systématique, spécifique. Cette analyse de risque peut être exprimée mathématiquement à l'aide du modèle de marché. C'est quoi le modèle de marché? Très bien. Ce modèle permet d'établir une relation entre la rentabilité d'une action et la rentabilité de marché. Si on calcule sur plusieurs périodes la rentabilité d'une action, RA, et la rentabilité de marché, RM, on obtient un nuage de points qui peut faire l'objet d'un ajustement linéaire. L'équation de la droite d'ajustement est égale. Regardez, on a RA. Voilà, RA. Voilà, RA. Le rendement de l'action égale bêta, un coefficient en fonction du rendement de marché, plus alpha. Sachant bien que bêta égale la covariance RA, RM sur la variance. C'est quoi? La rentabilité RA, il est fonction Y f de X. Il est fonction de la rentabilité de marché. Bien sûr, on a ça sur une variable à expliquer, une variable explicative M qui explique la variable A. B, c'est un coefficient constant, alpha, un coefficient constant. Très bien. Le coefficient B exprime la sensibilité de la rentabilité de l'action A suite aux fluctuations de la rentabilité de marché. C'est-à-dire lorsque la rentabilité de marché ou le marché bouge, comment il va bouger la rentabilité de l'action A. Mais le vrai modèle, le modèle le plus significatif, c'est celui-là. La rentabilité de A, regardez, elle est exprimée par la rentabilité de marché, par le coefficient B, plus alpha, une coefficient constante, mais ici on ajoute l'epsilon. C'est la variable aléatoire. C'est-à-dire, la variable aléatoire, c'est l'erreur. C'est-à-dire, d'autres variables peuvent expliquer le modèle. Epsilon est une variable aléatoire spécifique à l'action A, qu'on peut noter epsilon A. Rn et epsilon étant des variables aléatoires. Alpha est une constante, bêta aussi est une constante. Voilà. Le risque de marché d'un titre est égal
à quoi? Bêta que multiplie pondéré par l'écart-type de marché. Rm, l'écart-type de marché, de la rentabilité de marché, elle est proportionnelle au coefficient de sensibilité bêta. Plus bêta est élevé, supérieur à 1, plus le risque de marché du titre en question est fort. Le risque spécifique du titre A est égal à l'écart type des différents résidus de la droite de régression. On note l'écart type des résidus qui sont indépendants des variations de marché. Donc, à partir du modèle, plus clairement, on va introduire le risque par la variance. Donc, le risque de l'action A. Elle est composée de deux risques. Un risque systématique et un risque spécifique. Regardez le modèle. On a le risque de l'action A, elle est composée du risque de marché, plus on a ce qui est aléatoire. Donc le risque total a deux composantes, le risque systématique et le risque spécifique. Très bien. Dans cette représentation graphique, on va voir l'emplacement de bêta. Ici, le raisonnement est clair. On a dans un plan rentabilité de titre I et rentabilité de marché, le couple XY, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et on a la bissectrice, ce qu'on appelle la courbe 45 degrés, ou le diagramme de Samuelson, bon, ce qu'on utilise souvent en macroéconomie. Donc ici, on a bêta supérieur à 1, et ici, on a bêta inférieur à 1. Inférieur à 1. Sur la bissectrice, on a bêta égal à 1. C'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre la rentabilité de titre et la rentabilité de marché. Ce qui est supérieur à 1, c'est que le titre est plus risqué par rapport à la tendance du marché. Et ce qui est inférieur à 1, ça c'est le cas inverse. Voilà. Passons maintenant à expliquer un autre concept, ce qu'on appelle la frontière efficiente, pour bien sûr tracer la droite de marché. Harry Markovitch, un lauréat de prix Nobel dans les années 90, a essayé de déterminer la combinaison optimale d'un portefeuille donnant le rendement le plus élevé avec bien sûr un risque donné, parce qu'on ne peut pas avoir un rendement élevé avec un risque faible. Donc il y a toujours un rendement élevé et risque donné, ou l'inverse. Pour chaque action, on calcule le rendement et le risque. Et on arrive à poser des couples XY, 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 et sur la base des couples, on va construire donc une frontière efficiente. En général, si l'agent est rationnel, l'individu est rationnel, donc il va choisir, voilà, un rendement élevé avec le risque faible et un risque faible avec un rendement bon élevé. Pour une rentabilité égale, il choisira le titre le moins risqué. Et pour un même niveau de risque, il opte pour le titre le plus rentable. Très bien. Donc on va construire la frontière efficiente. Dans la frontière efficiente, ici, voilà, tous les couples, qui se situent sur la frontière efficiente donnent une combinaison satisfaisante en termes de rendement et en termes de risque. Au-delà de cette frontière, donc le choix n'est pas satisfaisant. La question qui se pose, à partir de quel point on va trouver la position optimale? Cette figure n'est pas suffisante pour déterminer le choix optimal. Il faut qu'on introduise d'autres variables. C'est quoi cette variable? On va prendre en compte un actif sans risque, c'est-à-dire dans le portefeuille, on ne va pas composer le portefeuille uniquement avec un actif risqué, mais aussi avec des actifs sans risque. Outre les actions, un portefeuille peut aussi comprendre un actif sans risque, produisant une rentabilité certaine et fixe, RT. Regardez, ici on évite l'incertitude, parce que le rendement d'un actif sans risque, voilà, est égal, on va éviter l'espérance, alors que l'écart type est égal à 0. Considérons maintenant un portefeuille P composé exclusivement des actions A en proportion X et un actif sans risque F.
la rentabilité de portefeuille, EP, ou bien EAF, est de la forme 1 moins X A RF plus XA. Ça veut dire la rentabilité du portefeuille, l'espérance de la rentabilité du portefeuille, elle est composée du le rendement de l'actif sans risque pondéré par son poids, c'est-à-dire par sa quantité, qui est X, plus le rendement de l'actif sans risque pondéré par la partie restante, 1 moins sur X. Par exemple, j'ai 80% d'actions, donc le reste c'est 20%. Donc X1 moins X. Généralement, on va trouver un modèle développé de la forme. RF égale l'espérance, donc la rentabilité du portefeuille égale le rendement sans risque, plus le rendement de l'actif risqué, moins le rendement sans risque. Voilà ce qu'on appelle la prime de risque, pondérée par la quantité de l'actif risqué. On va développer, voilà, le risque de portefeuille est composé uniquement du risque de l'action A pondéré par sa quote-part, puisque le risque de titre F est nul. Donc on va développer, on va passer du modèle A au modèle 2. Supposons maintenant que le titulaire de portefeuille désire augmenter son espérance de rentabilité. Elle choisira XA, c'est-à-dire il va augmenter sa position de prise de risque. Il pourra même s'endetter au taux sans risque pour acheter des actions de type A. Donc pourquoi on a dit s'endetter? S'il est sûr d'avoir un rendement élevé, il va augmenter sa position de prise de risque, il peut même s'endetter. Parce qu'il va s'endetter à un taux auprès de la banque de 7%, parce qu'il espère avoir une rentabilité de 15%. Il va gagner le reste, ce qu'on appelle une technique de l'effet de levier financier, qu'on va développer d'une manière beaucoup plus longue bientôt. Voilà, donc en fin de compte, regardez, lorsqu'on a introduit un actif, je reviens en arrière, un actif sans risque, voilà, je peux tracer la droite de marché. Bien sûr qui va toucher ou qui va être tangente de la frontière efficiente. Regardez, au départ, qu'est-ce qu'on a? On a juste la frontière. Une fois qu'on a introduit, on avait juste la frontière efficiente. Une fois qu'on a introduit dans le portefeuille un actif sans risque, on peut tracer la droite, d'après la manipulation mathématique qu'on a fait supra. Mais l'interprétation de cette figure, comment s'interprète? Telle. C'est que le gérant de portefeuille, s'il est rationnel, il va choisir quel type de portefeuille. Est-ce le portefeuille Z, ou le portefeuille T, ou le portefeuille K? Généralement, le portefeuille K ne donne pas beaucoup de satisfaction à l'investisseur. Pourquoi? Parce qu'il doit choisir les portefeuilles qui se situent entre la frontière efficiente et qui sont tangentes de la deuxième droite de marché. La deuxième. Parce que pourquoi? Tout simplement parce qu'on a le portefeuille K. Le même niveau de risque, on a un rendement, mais le portefeuille T composé de plusieurs combinaisons, on a le même niveau de risque, mais on a un niveau de rendement élevé. Qu'est-ce qu'on a dit? À un même niveau de risque, l'investisseur, puisqu'il est rationnel, il va choisir le rendement le plus élevé. Donc on va écarter le portefeuille K, tout ce qui se situe sur cette droite. Donc on va rester sur ce qui est cette droite. Maintenant, est-ce qu'on va choisir le portefeuille T ou le portefeuille Z? Les deux, a priori, on va dire, ils donnent le même niveau de satisfaction. Mais attention, le portefeuille Z, elle est tangente de la frontière efficiente et la droite de marché. Alors que le portefeuille T, il se situe uniquement sur la droite. Donc l'individu ou le gérant de portefeuille, s'il est rationnel, il va se situer sur le point E pour choisir la combinaison optimale qui est tangente entre la frontière efficiente et la droite de marché. C'est comme si le cas, ce qu'on étudie en microéconomie, la courbe d'indifférence par rapport à la droite budgétaire. Le consommateur se positionne sur le point optimum, ce qui est développé par les marginalistes ou les néo-classiques. Commentaire, je vous laisse le plaisir de lire, voilà. Il est possible de choisir un portefeuille composé d'un actif risqué et un actif
non risqué, le cas de portefeuille K pour un couple de rendements, etc., etc. Donc, jetez un clin d'œil sur le commentaire qui n'est que l'interprétation de la figure. Voilà. Vous avez 2 secondes. Passons maintenant à la section suivante. C'est ce qu'on entend par le MEDAF. Comme vous voyez dans le titre, notion sur le MEDAF. Le MEDAF, ce qu'on appelle aussi le modèle d'équilibre des actifs financiers, il a été développé par Sharpe dans les années 60, à partir de 2 hypothèses. On suppose que tous les investisseurs disposent de la même information et font des prévisions identiques, c'est-à-dire les investisseurs sont supposés homogènes, ce que suppose aussi la plupart des théoriciens classiques qui croient en l'efficience des marchés financiers. Les agents sont informés, accèdent à la même information, ils ont la même capacité de traiter l'information, ils ont le même modèle d'évaluation, sont considérés comme homogènes. Ils cherchent tous à maximiser l'espérance de rentabilité et minimiser le risque. C'est normal, ce sont des investisseurs rationnels. Qui est investisseur informé dit aussi rationnel. Ils cherchent le max avec le min. Ils cherchent toujours à satisfaire le plus de satisfaction avec le minimum de peine. Voilà, le MEDAF permet de déterminer le prix d'un actif risqué. Elle se traduit par une relation linéaire entre le rendement et le risque d'un titre risqué, étant donné le lien existant entre le rendement de ce titre et le rendement de marché, c'est-à-dire en fonction du risque systématique de titre. Voilà. On va suivre. Normalement, l'investisseur ne sera rémunéré que pour le risque qui échappe à sa volonté, ce qu'on a déjà développé. Autrement dit, la rémunération ne concerne que les risques de marché systématiques, c'est-à-dire qui est en dehors de sa volonté. Le risque qu'on a dénommé exogène, c'est un risque non diversifiable. Alors que les risques spécifiques propres à l'action, qu'on a dit qu'il s'agit d'un risque endogène, il est maîtrisable. C'est-à-dire, il dépend de notre volonté. Le gérant de portefeuille, il peut le maîtriser par arbitrage ou par diversification. C'est pour cette raison, la prime de risque, il ne concerne pas le risque total. Il récompense le risque qui échappe de gérant de portefeuille. La prime de risque, il rémunère le risque non rémunéré, le risque systématique. Voilà. Regardez, je vous donne un exemple très très simple. La détention, d'un titre risqué suscite un risque total, risque diversifiable et non diversifiable. Le titulaire de l'action cherche donc à maîtriser le risque diversifiable, c'est-à-dire le risque qui pourra être réduit, c'est le cas de risque spécifique. Regardez le schéma. On a le niveau de risque, et on a le nombre de titres en portefeuille. On a le niveau de risque, regardez, et le nombre de titres en portefeuille. Ici, on a le risque total. Il est composé de 2 types de risques. Le risque exogène, qui échappe de l'investisseur, et de risque propre à l'action, le risque endogène. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ce risque, il est maîtrisable. Pourquoi il est maîtrisable? On peut l'éliminer. Regardez, on tend vers 0. On suppose que là, c'est l'axe de 0. Le risque, au fur et à mesure qu'on avance, le risque est en vert. Il est tempéré, est en vert 0. On peut le diversifier, l'éliminer par la diversification. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste donc juste la partie de risque de marché, qui n'est pas maîtrisable. C'est pour cette raison, qu'est-ce qu'on a dit? La prime de risque qu'exige l'investisseur lorsqu'il renonce au marché bancaire pour investir sur le marché d'actions, cette prime de risque ne récompense pas le risque total, mais juste le risque non maîtrisable, le risque exogène.
le risque endogène il est écarté. Voilà. Dès lors, la rentabilité K, le taux de rendement, ce qu'on appelle exigé par l'investisseur, égale au taux sans risque, augmenté d'une prime de risque liée au risque de marché, risque non diversifiable. K égale RF plus bêta RM moins RF. C'est-à-dire le taux de rendement exigé égale à quoi? Taux sans risque plus la prime de risque. C'est quoi la prime de risque? Le différentiel entre un investissement en action et un investissement en actif sans risque. Le taux pondéré par le degré de sensibilité, le coefficient de sensibilité. Pardon. Donc RM est la rentabilité moyenne du marché. Rentabilité exigée pour le marché dans son ensemble. Bêta mesure le risque de marché non diversifiable et non le risque total. Voilà, c'est clair. Donc, la prime des risques exigés, elle récompense le risque exogène qui est en dehors de notre volonté. La relation entre la rentabilité, la droite de marché, et le risque d'un titre est donnée par la droite de marché. Cette relation est de la forme. Donc, l'espérance de la rentabilité, regardez, ce qu'on espère toucher comme rentabilité pour le titre I, par exemple l'action Coca-Cola, égale au taux sans risque, voilà, majoré d'une prime de risque, c'est quoi? C'est le différentiel entre le rendement de marché financier, l'action, et le rendement du marché, par exemple, qui est sans risque. Le taux pondéré par la prime de risque de titre. Ce n'est pas la prime de risque de marché, BI. Voilà. Voilà, donc, l'espérance de la rentabilité de I, ce qu'on a, il est noté ERI, RF c'est le taux sans risque, ERM c'est l'espérance de rendement de marché, bêta I, sensibilité du taux de rendement de l'action I au taux de rendement de marché, indicateur de risque systématique, seul risque rémunéré. L'espérance de RM moins RF, c'est la prime de risque, appelée aussi prime de risque de marché. Parce qu'après, on va voir, il y a la prime de risque de marché et il y a la prime de risque de titre. Il y a une différence. Regardez ça. Ça, c'est la prime de risque de marché, de titre, pardon. Ça, c'est la prime de risque de marché. Après, on va voir c'est quoi la différence. Choix et décision. C'est-à-dire, après avoir une idée sur le modèle, après avoir développé la droite de marché, quelle est ou quelle sera la décision ou le choix de l'investisseur? Lorsqu'un investisseur veut prendre une décision d'investissement, il peut comparer la rentabilité qu'elle anticipe, bien sûr, avec la rentabilité à l'équilibre, qui est tracée par la droite de marché, c'est-à-dire celle donnée par voilà, le modèle de la droite de marché, bien décidément. 3 cas sont à envisager. Si la rentabilité à l'équilibre de I est inférieure à la rentabilité attendue, donc la rentabilité à l'équilibre est inférieure à la rentabilité espérée, le titre est considéré comme sous-évalué. Dans le deuxième cas, si la rentabilité à l'équilibre de I, c'est-à-dire de titre I, par exemple, je choisis le titre Coca-Cola, est supérieure à la rentabilité attendue espérée, le titre est considéré comme surévalué. Enfin, si la rentabilité à l'équilibre de l'action I est égale à la rentabilité attendue, le titre est considéré qu'elle est comme à l'équilibre. Voilà, on a 3 cas possibles. Résumé. Pour un récapitulatif, ce qu'on a déjà illustré, la prime de risque est alors la différence entre la rentabilité attendue de marché en général et celle de l'actif sans risque, plus clairement. Par exemple, je préfère ou je veux acheter ou investir sur le marché d'actions, par exemple, en anticipant, et j'anticipe un taux de rendement de 15%. Mais en même temps, j'observe le marché, parce que je fais des arbitrages. Le marché bancaire ou le marché des bons de trésor, et je vois qu'un taux, le taux
voilà, offert sur le marché bon trésor, par exemple, est de 6%. Le premier investissement, c'est un investissement risqué. Le deuxième, c'est un investissement non risqué. La différence 15 moins 6 constitue la prime de risque. C'est quoi la prime de risque? C'est la prime de récompense de ma position de prise de risque. Si je renonce à l'achat des bons de trésor, c'est parce que j'attends un rendement plus élevé sur le marché d'actions. Si par exemple, le rendement de bons trésor est de 7% et l'investissement en actions est de 7%, même 8 ou 9, je ne vais pas investir sur le marché d'actions. Parce que la prime de risque, elle est faible, voire nulle. Maintenant, c'est quoi la différence entre la prime de risque de marché et la prime de risque de titre? La prime de risque de titre est égale à la prime de risque du marché pondérée par le coefficient du bêta de titre en question. Le MEDAF permet de déterminer le taux de rentabilité exigé par les investisseurs et explique dans une certaine mesure le prix de risque, c'est-à-dire le rendement qu'il faut avoir pour acheter un actif. Donc en fin de compte, pour un résumé, voilà, la droite de marché donc, explique le raisonnement pour un portefeuille. Mais pour le MEDAF, on cherche à expliquer voilà, le rendement ou le choix de l'investisseur pour un actif bien déterminé. Donc il est spécifique à une action. Voilà. Enfin, pour terminer cette partie du cours, on peut dire que l'investissement sur le marché financier, c'est un investissement risqué. Sur le marché d'obligations, c'est un investissement risqué, mais sur le marché d'actions, c'est un investissement plus risqué. Si dans le cadre du marché d'obligations, on utilise 3 techniques, dans le cadre du marché d'actions, on a plusieurs techniques ou plusieurs modèles d'évaluation. Parmi ces modèles, on a le modèle Gordon-Shapiro, le modèle Gordon-Shapiro développé, l'utilisation des PER, price to book, etc., etc. Donc l'investisseur cherche à ôter un peu, soi-disant entre parenthèses, ôter l'incertitude pour pouvoir maîtriser via des modèles mathématiques voilà, l'évolution de son action. Voilà. Le modèle de MEDAF ainsi que les autres modèles permettent aussi de voir si un actif est surévalué ou sous-évalué. Revenons à un exemple qu'on n'a pas encore développé. Généralement, l'investisseur ou le gérant de portefeuille cherche à acheter un actif sous-évalué et se débarrasser et vendre un actif qui est surévalué. Le modèle de MEDAF permet de déterminer les actifs sous-évalués et les actifs sous-évalués en comparant, bien sûr, le rendement attendu avec le rendement à l'équilibre. Et merci.